Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez le 7e épisode du podcast Les enfants vont bien. Lorsque l'on parle conception dans nos familles, on réfléchit donneur, car oui, c'est une part importante de notre projet. L'image que nous avons de nos enfants à venir est presque toujours une projection de nous ou de notre conjoint ou conjointe. Même si l'on sait que l'enfant à venir ne ressemblera souvent pas à l'image que l'on en a, dans nos parcours, la part d'inconnu est d'autant plus importante. Fonction des pays où l'on conçoit, les donneurs peuvent être soit anonymes, soit semi-anonymes, soit ouverts. Toutes les cliniques ne nous laissent pas la même liberté dans le choix des caractéristiques morphologiques du donneur s'il est anonyme ou semi-ouvert. Si l'on souhaiterait évidemment qu'il se rapproche de la deuxième maman pour que nos enfants nous ressemblent, les centres de PMA ne s'accordent pas toujours à nos désirs. Ismaëla et Aurélie ont expérimenté cette problématique. Famille mixte, elles avaient imaginé un donneur de couleur pour que leur famille leur ressemble. Pour cela, Eugène leur a imposé de se marier afin qu'elles puissent avoir accès à un donneur ressemblant à Ismaëla. Pour autant, leurs filles sont blondes aux yeux clairs et clairement, elles ont dû adapter l'idée qu'elles se faisaient de leur famille. Et il n'y a pas que cette projection qu'elles ont dû revoir. Celle de porter un enfant chacune s'est transformée avec l'arrivée de leurs jumelles dès leur première grossesse. Aujourd'hui, Ismaëla doit faire le deuil d'une grossesse qu'elle aurait aimé vivre et elle en témoigne à mon micro. Bonne écoute! Bonjour Ismaëla. Bonjour. Je te remercie de t'être rendue disponible pour cet entretien, toutes les deux. En prie, c'est moi qui vous remercie. C'est gentil. Dis-moi, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu qui tu es, me dire ce que tu fais dans la vie, de qui est composée ta famille? Alors, moi c'est Ismaëla, j'ai 29 ans. Je suis actuellement étudiante infirmière anesthésiste et je suis mariée à Aurélie qui a 36 ans et qui est cadre infographiste dans le cinéma d'animation. Et ça fait aujourd'hui 6 ans que l'on est ensemble. D'accord. Et du coup, donc 6 ans que vous êtes ensemble et dans votre famille, vous avez deux petites filles, je crois, en plus? Oui, c'est ça, des jumelles qui s'appellent Charlie et Léonie qui ont 13 mois aujourd'hui. Oh, joyeux mon anniversaire à Charlie et Léonie alors. Merci. Je t'en prie. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment vous vous êtes rencontrés, me raconter un peu votre histoire à toutes les deux avant que vous ayez ce désir d'enfant qui se concrétise? Oui, alors Aurélie et moi on se connaissait en fait avant. On s'est connus en 2012 à peu près via des amis en commun. On se rencontrait en soirée. Donc on était potes de soirée, mais on se connaissait pas plus que ça personnellement. D'accord. Et en fait, à la fin d'année 2012, fin 2013 même, on était célibataires à ce moment-là, donc on a fait un peu plus ample connaissance toutes les deux. Et de fil en aiguille, on a flirté et on s'est plu. Donc en janvier 2014, on a commencé une relation, tout simplement. D'accord. C'était pas simple parce qu'on a 7 ans d'écart et pour Aurélie au début ça posait pas mal de problèmes. Et puis tout simplement nous n'avons rien en commun, à part les mêmes valeurs, mais nous sommes totalement différentes. Donc c'était assez marrant et voilà, des débuts un peu difficiles, mais au fur et à mesure des épreuves et de la communication, on en est là aujourd'hui. D'accord, vous en êtes là avec vos deux magnifiques petites filles qui sont vraiment, faudra vous suivre sur votre compte d'Instagram, mais elles sont magnifiques. C'est vraiment deux petites poulettes trop mignonnes. C'est gentil pour elles.
C'est normal. Donc du coup, en 2014, vous commencez votre relation. Est-ce que, sachant que Aurélie avait déjà 36 ans et que bon, faut pas se le mentir, à cet âge-là, l'horloge biologique tourne un petit peu, est-ce que vous avez rapidement évoqué un désir d'enfant ou ça a mis un peu de temps à se construire? Non, pas de suite. Alors du coup, au début de la relation, si je me trompe pas, elle avait 30 ans et moi 23. Et justement, moi j'étais plutôt encore dans la période je flirte et je papillonne, et elle sortait d'une grande relation, enfin longue relation, pardon. Et du coup, elle était plus dans le sérieux et elle voulait pas forcément papillonner. Mais très vite, je crois, au bout de 3 mois de relation, je lui avais posé la question de comment elle se verrait dans 20 ans, 10 ans, et elle m'avait dit avec des enfants. Et moi aussi. D'accord. Donc on savait l'une comme l'autre. Alors on ne savait pas avec qui ni comment, mais on se voyait mère toutes les deux. Oui, pour vous, c'était vraiment une évidence. Et le désir d'enfant, au bout de 3 ans de relation, donc on avait un peu vécu, voyagé, profité, on a remis le sujet sur la table et il se faisait vraiment plus présent, plus constant. Et puis on a commencé à discuter déjà de qui porterait l'enfant en premier. Il faut savoir que moi j'ai eu des problèmes de santé plus jeune, donc j'ai une santé fragile et des problèmes gynéco, entre autres l'endométriose à un stade assez avancé. Donc on s'était dit que ça serait pas moi en premier, ça serait Aurélie, parce que elle avait envie d'essayer de porter une grossesse, ça la tentait bien. Du coup, et puis comme elle était plus âgée, on s'était dit que si on n'arrivait pas avec Aurélie, on basculerait avec moi qui était plus jeune. D'accord. On a aussi discuté longtemps du comment on allait procéder. Donc on s'est beaucoup renseigné entre l'Espagne, la Belgique, les banques de sperme à l'étranger, manière artisanale ou non. Et bon, finalement, on s'était dit que pour nous, le mieux et ce qui nous correspondait le mieux, ça serait de faire une IAD à l'étranger avec un donneur anonyme. D'accord, oui, donc ça c'est vrai que c'est le fruit d'une réflexion qui est assez importante. Le fait de savoir qui porte, c'est vrai que ça a été assez naturel finalement chez vous de par l'âge d'Aurélie. Alors, on va dire âge au sens strict du terme, hein, sans on peut pas dire qu'Aurélie soit âgée, mais bon, forcément sur ces parcours-là, l'âge rentre énormément en compte. En fait, du coup, chez vous, le choix de qui porterait a été relativement fait rapidement. C'est vrai que le choix du donneur anonyme, alors, est un choix qui n'est pas neutre et sans conséquence, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Pourquoi vous avez fait ce choix-là du donneur anonyme? Alors, tout simplement parce qu'Aurélie, en fait, avait des amis un couple de femmes qui avait conçu un enfant avec un couple d'hommes. Donc, et voilà, c'est ça. Ça ne s'était pas très bien passé. D'accord. Et elle a aussi connu un autre couple de femmes qui a fait appel à un donneur connu en passant par des sites internet, pareil de coparentalité, et où après, enfin l'organisation et en termes de droits par rapport à l'enfant, c'était assez complexe. Donc elle était assez frileuse de ce côté-là. Donc on s'était dit, on va faire du anonyme, comme ça il y aura entre guillemets pas de problème. Et on répondra à l'enfant comme on pourra, en expliquant voilà, c'est un don anonyme d'une personne généreuse pour qu'on puisse fonder notre famille. D'accord. Et donc à partir de ce moment-là, du moment où vous avez vous aviez bien votre trame de parcours en tête, vous êtes orienté. Enfin, comment avez-vous fait le choix de la clinique par laquelle vous alliez passer? Alors, en fait, au moment de rechercher une gynéco, Aurélie avait une gynécologue adorable. Qui était prête à nous suivre quand on lui a exposé la situation. Sauf qu'elle est partie à la retraite entre le moment où on lui a expliqué notre projet et le moment où on a voulu commencer. Ah oui, ça c'est dommage. Donc, oui, c'était dommage. Donc du coup, Aurélie, sur un coup de bluff, elle a tapé sur Google gynéco Paris pratiquant la PMA et gay friendly. Elle a trouvé une personne. Et sur Google. sur Google, ouais. Excellent. Et elle a appelé. Et la personne, en fait, la secrétaire dit mais on est complet, on prend plus de patientes, voilà, elle est surchargée. Et en allant au bluff en disant écoutez, ma gynéco vient de partir à la retraite, elle m'a recommandé. Mais finalement c'est passé. Ah d'accord. Donc 3 mois après, au bluff. 3 mois après, on a eu rendez-vous avec donc cette gynécologue là.
Aurélie est allée toute seule dans un premier temps parce qu'elle savait qu'elle avait les ovaires polykystiques et donc elle voulait faire un bilan. Et puis à la fin de la consultation, elle lui explique que avec sa femme, elle veut fonder une famille. Et puis la gynéco, elle dit on se revoit avec votre femme et je vous explique. Ah oui, top. Il y avait aucun problème. Ouais. Et donc on est allé à ce rendez-vous avec Aurélie pour nous expliquer toutes les techniques possibles. Et donc cette femme était extraordinaire, elle m'a fait des câlins, elle m'a dit vous verrez c'est génial, je vais vous soutenir. C'est génial. Je connais toutes les procédures, donc elle connaissait Cryos, elle connaissait la Belgique, elle connaissait tout. Et par contre elle nous a dit moi je préfère travailler avec Eugene parce que c'est ce qu'elle fait de mieux, que ce soit pour les couples hétérosexuels qui ont des difficultés ou pour les couples de femmes. Elle connaît très bien les procédures d'Eugene, donc en gros vous irez à Eugene. Donc nous, il n'y avait pas de problème parce que en amont, quand on faisait nos recherches, un an avant, on avait rencontré l'équipe de Jean à Paris qui faisait des colloques à l'époque, des cafés rencontres. C'est génial ça. Ouais. Donc il y a un an avant, on est allé à ce café colloque là et on avait discuté avec des gynécos, des secrétaires et d'autres couples hétérosexuels ou non ou des femmes seules pour avoir des enfants. Donc on savait déjà toutes les procédures, tout le dossier qu'il fallait monter. On était très au courant. Oui. Et petite particularité, à l'époque, la secrétaire de Jean nous dit il n'y a pas besoin d'être marié pour un couple de femmes. Vous êtes un couple pour nous infertile. Et on prendra un donneur qui aura les caractéristiques physiques de la mère sociale, donc à savoir moi. Et donc on est en novembre, donc le temps passe, on profite, on est prête pour la PMA. En novembre 2017, si je ne me trompe pas, on s'envole pour Barcelone pour passer des vacances en Espagne tout simplement. Et on en profite pour faire notre première consultation de diagnostic avec l'équipe de Jean pour savoir si on part sur une IAD, une FIV, enfin bref. Tout se passe bien et là, la gynéco nous dit par contre, la loi a changé entre le temps où vous avez vu l'équipe et maintenant. Maintenant, il faut être marié pour avoir des gamètes qui ressemblent à la mère sociale. Ah bon? Sauf que nous, on s'était... Ouais. D'accord. Parce qu'ils avaient eu des problèmes de problèmes dans des familles. D'accord. Donc voilà, si vous voulez un donneur noir, il faut que vous soyez marié. Sauf que nous, on s'était fait tout un monde. On imaginait nos petites filles, toutes métisses aux cheveux bouclés. Mais forcément. Donc on s'était dit ouais voilà. Donc on s'est dit oui, mais nous on a prévu de se marier que dans 2 ans en fait. Donc là Aurélie a 34 ans. Si on attend 2 ans, elle aura 36 ans. On part plus sur la même procédure. Donc qu'est-ce qu'on fait? On était dépités et finalement on décide en 2 heures de se marier rapidement. D'accord. Et de se marier dans la foulée et pas d'attendre les 2 ans. Donc on est en mars. Donc entre-temps, on laisse passer les fêtes, on laisse passer mes concours parce que je passe des concours justement pour être infirmière anesthésiste, pour entrer à l'école, qui sont assez difficiles. Donc on laisse passer janvier, février. Donc on se marie fin mars 2018, le 31 mars. Dans la foulée, on envoie les certificats de mariage à la clinique pour certifier qu'on est marié et que donc on veut bien un donneur noir. Ils nous disent que oui, on fait un courrier officiel. Il n'y a plus qu'à lancer la procédure. Et puis le mois d'avril arrive. On attend donc les règles d'Aurélie pour commencer le cycle. Elles ne viennent pas. Aurélie est stressée. Après, c'est les caractéristiques de sa pathologie, là, des ovaires polykystiques. Donc, elle a pas ses règles. Tout est bloqué. Elle comprend pas. On appelle sa gynéco. Je lui dis que je pense que c'est psychologique entre l'excitation et le post-mariage secret. Alors, parce qu'il faut savoir qu'on s'est marié en secret parce qu'on savait qu'on se mariait pour la PMA. Oui. Et on voulait, faire notre enfant tranquillement de notre côté. Et donc la gynéco lui donne un traitement pour avoir des règles artificielles, quoi. D'accord. Et moi à ce moment-là, j'y crois pas parce qu'il faut savoir que à l'époque, je suis infirmière en salle de réveil dans une clinique parisienne qui fait aussi maternité et centre de PMA. D'accord, oui. Et donc au quotidien, j'ai une 30aine de femmes qui viennent pour différentes raisons, mais pour infertilité. Donc la PMA, en fait, je connais. Et je lui dis non mais ça marchera jamais sur un cycle artificiel. On part comme ça
À l'aveugle, en se disant que bon, on verra bien, advienne que pourra, mais je pense pas que ça marchera. Donc début avril, on commence la stimulation. Elle durera 22 jours au lieu des 15 prévus, donc c'est long. C'est très long. Aurélie est fatiguée, moi je pleure parce que c'est moi qui lui fais ses injections, je lui fais des bleus, je lui fais mal, je vis très mal le fait d'être infirmière et de piquer ma femme. Ah, tu m'étonnes. Mais voilà, les 22 jours passent, il y a un follicule qui se détache et puis on me dit voilà, il faut venir. On se déplace, tout va bien, on est très bien accueillis. L'équipe est bienveillante, douce, accueillante, on nous explique très bien les choses. L'insémination a lieu. Alors on me demande aussi de participer si je veux au geste en poussant la seringue. Je refuse parce que je me dis dans chacun sa place avec le avec le stress et l'émotion, je risque de perdre des filles. Donc je suis à ses côtés et je lui tiens la main. Voilà, il se passe 10 minutes où on attend, on se fait des plans sur la comète. Mm-hmm. Et puis on rentre à la maison, on continue de se balader dans la ville, on rentre à la maison. Étonnamment, on reprend un rythme de vie normal. Alors on est deux femmes relativement cool et détendues et pas du tout angoissées. Et de toutes les façons, depuis le départ, l'une comme l'autre, on se dit que ça marchera pas forcément de suite. Voilà, je travaille en PMA, je sais que ça peut être long et difficile et que les one-shots, c'est assez rare. Mm-hmm. Et du coup, voilà, on mène notre vie tranquillement. Puis arrive le jour du test de grossesse. Alors j'avais acheté un test de grossesse très clair. Avec le enceinte pas enceinte, avec le nombre de semaines. Comme ça, il y a pas de doute. Et puis, donc, Aurélie fait son test. Je suis en train de faire la vaisselle. Voilà, je n'espère rien. Et puis, elle arrive, elle me pose le test. Elle me dit, mais regarde, le pas, il s'affiche pas. Je dis, mais comment ça, le pas, il s'affiche pas? Je regarde. Mais Aurélie, il y a marqué enceinte. Elle me dit, ah bah oui. Je dis, ah bah, on est totalement à l'ouest. Et puis là, on s'effondre. On s'effondre littéralement. On se dit, ah bah putain, ça a marché. T'es enceinte. C'est génial. Et puis, les semaines s'affichent. Et puis, on voit 3-4 semaines. Ah oui. Pourquoi 3-4 semaines? C'est pas du tout cohérent. Je dis, mais écoute, des fois, les tests de grossesse, de toute façon, on sait que c'est pas 100% fiable. T'es enceinte. Les semaines, on verra avec l'échographie de datation, etc. On prévient l'équipe, on prévient notre gynéco qui est contente. Et puis, elle nous donne un rendez-vous un mois après pour l'échographie de datation. Et très vite, Aurélie a mal au ventre. Le jour même, elle se tord de douleur, elle peut pas se lever. J'appelle ma tante qui est gynécologue obstétricienne et qui me dit c'est peut-être une grossesse extra-utérine, c'est pas normal qu'elle ait mal comme ça. Qu'elle reste allongée, mais demain on fait les bêta-HCG et la prise de sang. Et donc le lendemain, on va faire notre prise de sang et puis des taux 800 unités. Elle dit c'est beaucoup quand même, mais on s'affole pas. Aurélie qui commence à dire mais c'est beaucoup, moi ça m'inquiète. Je lui dis non mais t'inquiète, c'est que c'est bien parti, vaut mieux un taux élevé que trop bas. Et puis le lendemain, 2 jours après, on refait 3000. Elle dit mais là c'est pas le double, là c'est carrément ça triple. Et oui en effet ça double. Et puis très vite elle est malade, elle est pas bien. Et puis le dernier taux qui est à quasi 9000 unités je crois. Et là personne vous alerte? Non. D'accord. Non. Personne, elle a plus de douleur mais elle est malade et on attend de voir notre gynéco quoi. Et moi je tape bien sûr sur Google taux élevé de faut pas faire. Et je lui dis mais oui voilà, c'est ce qu'il faut pas faire. Je lui dis mais c'est marqué que c'est des jumeaux quand c'est ça. Et là elle se décompose, elle me dit non mais jamais de la vie, c'est pas possible. Je ne veux pas des jumeaux. Alors c'est vrai qu'on venait d'acheter un appartement avec une chambre mais pour un enfant au départ. Et donc elle me dit non mais tu te rends compte, c'est pas du tout on n'aura pas la place et patati et patata et puis je veux pas des jumeaux, la galère. Je dis oui je te comprends mais t'inquiète, je pense pas que ce soit des jumeaux non plus. Parce qu'on est bien d'accord que là vous êtes partis, il y avait que un follicule de mature. Il y avait un follicule énorme de mature. C'était sûr et certain, on avait refait l'écho bien vérifié. Voilà. Et les semaines se passent, elle est très 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 malade, j'appelle ma tante, qui est gynéco, donc pour lui dire écoute elle est malade, il y a rien à faire. Elle me dit c'est étrange, c'est vrai qu'avec les traitements ça devrait s'atténuer, mais bon des fois pas de chance, c'est comme ça. Aurélie est l'ombre d'elle-même, elle a pas trop de forme, elle reste mince, etc. Et puis au bout de, je crois qu'on était à 1 mois et demi de grossesse, comme tous les matins elle va vomir et je lui prépare son petit déjeuner avec ses vitamines là. Et puis elle revient, elle me dit je saigne, ça va pas.
Et donc je lui ai dit, ben écoute, ça fait qu'un mois et demi, il faut qu'on se prépare au fait que ce soit une fausse couche. Elle me dit oui, je l'entends, je me prépare. Donc je l'amène à la maternité, aux urgences, sous la valve de notre gynéco qui pouvait pas nous recevoir. Et on arrive, mais on n'a pas pris de dossier, on est parti vraiment à l'arrache. Et donc on explique, voilà, on est à un mois et demi de grossesse, elle saigne, on vient faire une écho de contrôle. On se fait envoyer bouler par une sage-femme blasée. Non mais ça c'est normal, ça arrive. Bah oui, mais nous on veut des réponses. Oui, c'est clair. Et finalement une infirmière la reçoit et lui dit bon, c'est vrai que ça peut arriver, ne vous inquiétez pas, on va vous faire une échographie de contrôle. Est-ce que vous avez amené vos dernières prises de sang avec le taux de bêta-HCG? Elle dit non, mais c'est vrai que ça a bien triplé les taux. Elle dit ah mais c'est des jumeaux madame. Alors elle revient énervée, limite en larmes. T'as vu ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que ça serait des jumeaux, c'est n'importe quoi, totalement dans le déni et la colère. Je lui ai dit bah écoute, on verra. De toutes les façons, vu là comment ça se passe, on ne peut rien espérer, on verra. Et puis on rentre dans la salle, je me présente, j'explique que je suis sa femme, il n'y a aucun problème, on m'intègre totalement à la consultation gynéco, et puis elle nous explique qu'elle va faire une écho de contrôle. Et là, elle ausculte, et c'était une jeune interne qui disait qu'elle savait pas utiliser l'appareil, qu'elle était pas sûre dans ses mesures. Et Aurélie regarde, elle dit non mais il y a deux choses là, il y a deux bébés. Elle s'en est rendue compte elle-même. Et donc l'interne elle est mal à l'aise. Elle a l'impression de nous annoncer un drame. Elle dit ah mais je suis désolée, mais je suis peut-être pas sûre et tout. Et moi à ce moment-là, je me lève et je me mets à côté d'Aurélie et j'ai dit écoutez, refaites l'échographie, on prend le temps, on regarde. Et elle dit ah ben si, vous attendez des jumeaux, ce sont des vrais jumeaux, ils sont dans une même poche. Et nous on comprend pas. On dit mais il y avait un seul ovule. Elle dit mais oui, mais c'est dû à la division cellulaire en fait. C'est pas une question d'ovule. C'est pas des faux jumeaux. Voilà. Et donc là, honnêtement, le ciel s'effondre. Aurélie est en larmes. Elle le prend pas bien du tout. Tout ce qu'elle ne voulait pas est en train de se passer. Et ben moi je suis démunie quoi. Je me dis ah ouais, ah d'accord. Donc c'est sérieux. Bon déjà tout va bien. Oui, parce que c'est l'essentiel. C'est pour ça que vous y alliez. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est des jumeaux. Bon, ben, je crois que Aurélie n'est pas retournée travailler cette journée-là. Elle était sous le choc, quoi. Et puis, en même temps, on nous dit que, voilà, les saignements viennent aussi d'un hématome rétroplacentaire. Qu'il faut pas trop s'accrocher à cette grossesse. Et que, ça se peut que dans une semaine ou voire moins, l'hématome se rompe et que la grossesse s'arrête. Donc, il faut qu'elle lève le pied, qu'elle se ménage. Donc voilà, on part sur quelque chose comme ça. Bon, au final, tout se passe bien, l'hématome se résorbe et les filles grandissent très très bien. Et je crois qu'à 5 mois de grossesse, au travail, Aurélie avait une échographie de contrôle. Parce que alors du coup, je pense que tu connais, mais pour les grossesses gémellaires, c'est compliqué. Voilà, c'est ça. Il fallait qu'on ait des échographies tous les 15 jours. Donc je suis au travail, comme tout se passe bien, je ne m'inquiète pas. Elle y va, puis elle me dit le col est ouvert, je suis avec des sages-femmes, on est en train de me perfuser, j'ai eu des injections, je suis en travail. Elle était à combien de semaines? Elle était à 23 semaines. Avant le seuil de viabilité. Ouais. Donc c'est tout petit. Voilà, c'est ça, c'est donc tout petit. Donc je quitte le travail en catastrophe et finalement très vite on a une équipe médicale et pédiatrique qui viennent nous voir et qui nous expliquent que voilà. Là, elle s'est mise en travail, c'est souvent le cas des jumeaux, le col ne tient pas, qui vont faire tout leur possible, mais il est possible que dans les 15 jours, son col ne tient pas et que les filles risquent de naître, mais pas forcément en état de vie, quoi, ouais, de prise en charge au niveau néonatal, et qu'il faut qu'on prenne une décision. Donc, si elles naissent, est-ce qu'on les intube, on les réanime, ou est-ce qu'on veut les laisser partir? Donc on a passé une sale nuit à se dire que ok, si elles naissent, on prend pas le risque. Oui, parce que le vrai risque lié à ça, c'est surtout que si les enfants arrivent dans les à 25 semaines, concrètement le risque de handicap est de quasiment 85%. Au-delà sans réfléchir au risque de survie déjà. Donc c'est pas rien comme décision à prendre. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, ils nous disent, voilà, passé tant de semaines, je crois qu'on était à 29 semaines ou 30 semaines, on prendra en charge les enfants, mais en attendant, voilà,
il faut espérer. Et donc finalement, chaque jour passe, Aurélie est hospitalisée, je travaille, donc on se voit peu, elle est toute seule un peu face à tout ça. Et on passe le cap, les filles vont bien, elles grandissent bien, le col ne bouge pas. Au cumulé, Aurélie aura fait 2 mois d'hospitalisation pour menace d'accouchement précoce. Et donc voilà, nos filles sont nées à 7 mois et demi de grossesse en parfaite santé. Et voilà, l'accouchement s'est très très bien passé. L'équipe a été adorable. J'ai été totalement intégrée dans le projet de naissance et considérée tout simplement comme la maman de mes filles. Donc voilà. Et donc du coup, donc là vous avez vécu une grossesse très compliquée, mais finalement vous avez fait un one shot pour le coup. Vous avez réussi à, en l'occurrence, vous avez même fait plus qu'un one shot puisque vous avez eu 2 enfants sur une première tentative de PMA. Vous avez un parcours qui je pense en ferait rêver plus d'un, même si effectivement la suite de la grossesse a été ce qu'elle était, mais bon, ça reste une grossesse gémellaire sur des mono, donc voilà, très compliqué. De toute manière, c'est le cas le plus risqué qui soit. Ouais, d'accord. Tout à fait. Suite à ça, donc vous atterrissez parce que c'est pas rien d'accueillir sur un premier enfant des multiples. Comment ça se passe pour vous? Le quotidien est chargé, mouvementé. Mais génial. Génial, on est très très bien accompagnés, ne serait-ce que par tous les professionnels de la petite enfance et la famille, tout simplement, et les amis. Elle a eu le temps de se faire l'idée. Oui. Elle a eu un temps d'adaptation. L'accouchement, quelques heures après, elle était dans un déni total. Pendant 3 jours, elle voulait pas trop entendre parler de ses filles. Puis après, ça a été la révélation. Voilà, il lui a fallu un temps. Il a fallu qu'elle atterrisse de tout ça. Mais aujourd'hui, c'est une vraie maman poule. Il y a aucun problème avec la gémilité. Elle est même fière. Elle est fière d'elle. Elle est fière de ses petites filles. D'accord. Et pardon, je reviens sur le début de votre parcours en fait. Concrètement, à Eugine, vous avez, elle était stimulée, Aurélie, je suppose, du fait de ses ovaires polykystiques. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a eu 22 jours de stimulation, c'est ça? Oui, c'est ça. Justement parce qu'en fait, ils avaient commencé un traitement très très doux parce qu'en fait, elle avait 20 follicules de chaque côté. Donc il fallait surtout pas faire de surstimulation et il nous avait déjà dit que s'il y en avait 2 qui se détachaient, il ne ferait pas l'insémination. Il en fallait absolument un seul. Donc on y allait tout doux, les doses étaient toutes petites et en fait elles répondaient pas au traitement. Et c'est juste à la fin où on a augmenté les doses et heureusement il y a eu un follicule. Mais et du coup ils avaient décidé ils voulaient pas qu'il y ait 2 follicules parce qu'ils envisageaient la grossesse multiple et ils font attention à ça sur Eugine? Ah oui. Tant qu'ils peuvent l'éviter. C'est vrai que c'est pas tout à fait les échos que j'avais concernant l'Espagne. On a quand même entendu pas mal d'histoires d'hyperstimulation. Je crois que maintenant ils font beaucoup plus attention. C'est assez récent parce qu'il y a eu beaucoup de naissances, de grossesses multiples sur les cas espagnols, on va dire, plus que sur la Belgique. C'est ce qui nous avait un peu fait aussi choisir la Belgique. Bon, tu vois que ça a pas marché, mais bon. Ouais. Bref, on maîtrise pas tout et c'est bien là que la nature a quand même encore son rôle à jouer. Donc c'est plutôt positif. D'accord, donc du coup vous atterrissez suite à cet accouchement. Aurélie prend petit à petit son rôle de maman, la mesure de son rôle de maman de jumelle. Et la suite du coup de votre quotidien se passe comment et quand est-ce que vous lancez votre procédure d'adoption, puisque je suppose que vous êtes passé par là aussi? Alors pas encore. D'accord. Pas encore, tout simplement parce que c'est un coût financier assez important. On s'est pas de suite lancé dans les procédures d'adoption. Alors avant de se lancer dans la PMA, vu qu'on était mariés civilement, on a écrit un testament au niveau de chez notre notaire en fait, en espérant que s'il se passe quoi que ce soit, la justice fera preuve de bon sens et de clémence. Donc on a écrit un testament et on a fait une sorte de démarche anticipée en expliquant que on se lançait dans une PMA et qu'on espère que s'il se passe quelque chose, les enfants nous reviendraient. Et après on n'a pas pu encore lancer donc du coup les procédures d'adoption, tout simplement parce qu'en ce moment je suis en études et donc au niveau financier j'ai une perte de salaire et donc on n'a pas encore les moyens de se lancer là-dedans vu que c'est un coût. Sachant que pour l'instant, les avocats que l'on a rencontrés
qui nous ont renseigné, du moins, nous ont dit qu'il fallait qu'on ouvre un dossier pour chaque enfant. Ça m'étonne parce que nous, pour les triplés, justement, on a fait un dossier. Alors, on a fait un dossier pour chaque enfant, mais tout est passé sur la même audience, en fait. D'accord. Nous, on nous a dit le contraire. Donc, du coup, là, on est encore en parler et en recherche. Mais c'est la prochaine étape au niveau de notre famille, c'est que j'adopte les filles enfin et que j'ai la reconnaissance au niveau juridique. De tes 2 enfants. Alors concernant l'adoption, je vais un petit peu détailler, en tout cas ce par quoi nous on est passé, donc je dis pas que c'est une vérité dans tous les départements, parce qu'en fait moi avec le podcast là, je me rends compte concrètement que chaque département, enfin chaque tribunal a ses propres procédures. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'obligation, en tout cas à l'heure actuelle, de passer par des avocats pour lancer la procédure d'adoption. Donc ce qui en réduit le coût. Tu peux juste faire une lettre en fait au procureur de la République qui va lancer le dossier d'adoption, et tu peux remplir le dossier complètement toi-même. Enfin, c'est complètement faisable puisque nous on l'a fait et qu'on n'a pas du tout de connaissances en droit. Et donc ce qui reste à ta charge, ça va être les frais d'acte de notaire. Donc là, la chance que tu as, c'est que comme c'est des jumelles, tu ne payes qu'une fois l'acte de notaire pour tout ce qui va être procédure d'autorisation à l'adoption, enfin de consentement à l'adoption de la part d'Aurélie vis-à-vis de toi. Et normalement, il ne te facture pas la non-rétractation qui a lieu qui est envoyée au bout de 2 mois. Après, chaque notaire a des tarifs qui sont différents. Nous, on a payé quelque chose comme 400 €, mais dans les précédentes interviews, j'ai entendu parler de 200-250 € pour l'acte. Au-delà de ça, normalement, tu n'as rien de plus à débourser. Alors, c'est déjà une somme, je ne dis pas le contraire, mais si tu peux t'éviter les avocats, voilà, tu n'es pas, en tout cas, dans l'obligation de passer par eux. Maintenant, c'est sûr que c'est une assurance et ça te permet de ne rien avoir à gérer du dossier. D'accord, parce que, entre parenthèses, on connaît des couples de femmes à Paris, donc qui sont passés par l'adoption à Paris, et au niveau du tribunal de Bobigny, si je dis pas de bêtises, et qui par contre, elles devaient monter tout un dossier avec des avocats, avec des policiers qui viennent à la maison vérifier que tout va bien. Donc voilà, donc nous on s'est calqué sur elle et on s'était dit que du coup on devait encore économiser un petit peu. Alors effectivement, la loi n'impose pas l'obligation de l'avocat pour une adoption plénière, parce que je suppose que vous allez vous orienter vers une adoption plénière. Actuellement, en fait, si l'enfant et donc le mineur a moins de 15 ans, tu peux ne pas passer par un avocat. Enfin, il n'y a pas d'obligation. Après, c'est sûr que dans le cadre d'un tribunal qui demande une enquête de police, je comprends que ce soit très rassurant de passer par un avocat, parce que c'est déjà pas normal de devoir avoir les policiers chez soi qui viennent vérifier si oui ou non tu vis à la maison et tu t'occupes bien de ton enfant. C'est tout à fait leur rôle. Je pense qu'ils ont que ça à faire. Mais bon. Donc effectivement, dans ce cadre-là, c'est rassurant, mais voilà, normalement, tu n'en as pas besoin. En tout cas, à l'heure actuelle, et je sais qu'il y a actuellement un débat là-dessus, puisque la loi a été un peu revue, et on a eu un doute sur le fait que ce soit nécessaire ou pas. J'ai vu. Enfin, imposé ou pas. Voilà. Je voulais revenir avec toi sur ce petit écueil, on va dire, au tout début de votre parcours, qui vous a imposé de vous marier. Alors, vous aviez prévu de le faire. Pas tout à fait dans ce timing-là, mais vous aviez prévu de le faire. C'est donc très récent, puisque nous, en tout cas, moi, de ce que j'ai entendu, et a priori, je dis bien a priori, puisque je suis pas dans un processus actuellement, donc je me rends pas trop compte de ce qui se passe en Belgique, mais ce n'est pas obligatoire, effectivement. Le mariage n'est pas nécessaire pour pouvoir avoir accès à un don de gamètes. Pour toi, donc du coup, ils vous l'ont justifié juste en vous disant en Espagne que c'est la loi qui avait été modifiée ? Oui, parce qu'apparemment ils ont eu beaucoup de problèmes avec des familles où les couples n'étaient pas mariés et où le second parent, en gros, ne s'occupait plus de l'enfant, etc. Par mesure de sécurité pour le foyer et la famille et l'enfant à naître. D'accord. Donc a priori, c'est valable pour toute l'Espagne. D'accord. A priori. Mais encore une fois, c'était pour avoir l'accès à des gamètes, uniquement à des gamètes, voilà, caractéristiques. Ah d'accord. Ayant les caractéristiques de la mère sociale. Parce qu'en fait, nous ils nous ont dit, le donneur ressemblera à Aurélie. Sauf que nous on a dit non. Oui. On voulait que notre donneur me ressemble. Et donc pour ça, il fallait être marié. Et au final, elles sont blondes aux yeux bleus. Donc raté. Bon, c'est pareil pour nous. Voilà. D'ailleurs, Aurélie, du coup, dans la colère, a écrit en disant mais c'est quoi ce délire ? Parce que je vous envoie des photos. Elles sont nées
blonde vénitienne aux yeux bleus, où est le donneur noir là-dedans? Donc ils nous ont bien répondu avec un courrier tout bien fait en termes juridiques que si, ils nous assurent que le donneur était noir. Bon, tout à fait. Voilà, et toi, du coup, en tant que deuxième maman, qui avait la volonté d'avoir un donneur qui te ressemblait, ce qui est complètement cohérent, comment tu l'as perçu, le fait de voir tes enfants arriver blonds aux yeux bleus? Au début, il y a un petit moment de flottement. Je comprends pas non plus. C'est bizarre. Au début, on pensait à la clinique en disant, en fait, ils nous ont eu, quoi. C'est pas vrai. Et puis très vite, je me dis non, mais en fait, je m'en fous. Elles vont bien. On va bien. Elles ont tout ce qu'il faut, tout l'amour qu'il faut. Ça me pose pas le problème. Ce qui me pose un problème plus au quotidien, c'est que justement, quand je me promène seule avec mes filles, on me prend pas pour la maman du tout. Et mais c'est encore une autre histoire. Je suis considérée tout le temps comme la nounou. Encore ce week-end, on se baladait avec les filles et Aurélie. Et un monsieur vient et dit des jumeaux, qu'elles sont belles, ils ont les yeux de la maman. Et puis il me regarde et dit vous êtes la nounou. J'ai dit ouais. Donc c'est juste ça, mais c'est un autre débat du coup qui est pas facile au quotidien, mais il n'y a aucun problème de mon côté ni du côté de ma famille non plus. Mes parents sont contents de montrer leurs petits enfants blonds aux yeux bleus et les gens ne posent pas de questions. Pardon. Et au niveau de l'accueil que vous avez pu, parce qu'elles sont gardées comment aujourd'hui? Comment ça se passe pour vous au niveau de, vu que du coup tu n'as pas actuellement encore de reconnaissance légale, on va dire, en tant que deuxième maman, est-ce que le personnel de crèche te demande plus de choses? Est-ce qu'ils te demandent de présenter comme pour quelqu'un qui viendrait les chercher une pièce d'identité pour aller les chercher, ou pour eux c'est un non-sujet, tu es la maman et ils se posent pas de questions? Pour eux c'est un non-sujet. Je me suis présentée aux visites de la crèche, auprès de la direction, comme la deuxième maman. D'accord. Bon, c'est vraiment super, mais c'est exactement ce que nous on a ressenti aussi et ce qu'on a vécu. C'est vrai que c'est souvent une grande interrogation et une inquiétude d'ailleurs pour les couples qui n'ont pas encore lancé la procédure d'adoption, notamment de l'accueil qui pourrait être fait de leurs enfants et surtout du deuxième parent. En crèche ou même ne serait-ce qu'aux urgences, quand ils se rendent aux urgences à l'hôpital, pour pouvoir prendre des décisions. Aujourd'hui, moi, j'ai jamais rencontré une quelconque difficulté. Alors, en l'occurrence, pas moi, puisque je suis la maman biologique, mais Aude n'a jamais rencontré une quelconque difficulté dans la reconnaissance, finalement, de sa parentalité. Alors, j'ai rencontré une seule fois une difficulté, parce qu'en fait, Léonie est née avec une malformation rénale qu'on a dû opérer à l'âge de 6 mois. Et Aurélie travaillait. Non, Aurélie s'occupait de Charlie tout simplement. Ils étaient deux, qu'il y en avait une à l'hôpital et l'autre à la maison. Et elle voulait pas amener Léonie au bloc opératoire parce que voilà, c'est pas son domaine, qu'elle était stressée et qu'elle savait qu'elle allait pas gérer. Donc j'ai amené moi-même Léonie au bloc opératoire. On avait vu la chirurgienne, on avait expliqué que voilà, on était deux mamans. Pour elle, il y avait pas de problème, c'était écrit en gros dans le dossier que voilà, on était un couple homoparental, donc il y avait deux mamans. On avait fait signer toutes les deux les consentements d'opération et tout ça. Et sauf que arrivé au bloc, la chirurgienne elle est pas là, donc c'est une autre équipe qui gère, cueille du moins. Et les gens tiquent parce que je suis noire et qu'elle est blonde aux yeux bleus, et qu'elle a le nom d'Aurélie. Donc moi je m'appelle Mandy, donc je descends quand même avec ma carte d'identité. Et donc ils tiquent, ils disent non mais le nom de famille ça correspond pas. Alors j'explique que c'est ma fille, que je suis mariée avec une femme, qu'elle a pas encore mon nom, etc. Et en fait on me dit non, en fait on va pas l'opérer. Je dis mais si c'est alors la chirurgienne arrive, explique en si voilà. Et alors là il y a une dame, je ne sais plus qui c'était, qui me sort non mais qui me prouve que vous êtes vraiment la mère, ça se trouve vous l'avez récupérée dans la rue. J'ai trouvé ça très très dur, la façon d'être. Enfin, il y a une façon de dire les choses. Je veux bien que ça se trouve peut-être qu'en effet, je suis une personne qui arrive de dehors ou que j'ai chopé l'enfant quelque part, mais il y a une manière de dire les choses, quoi. Donc, je me suis sentie vraiment blessée, à ce niveau-là. Et bon, la chirurgienne est arrivée et a rectifié les choses, mais j'ai quand même dû présenter nos livrets de famille, ma carte d'identité. Voilà, pour prouver D'accord. Bien, oui, bon, c'est pas un bel épisode en tout cas. Non. Bon, tout s'est bien passé pour la petite? Elle va bien, c'est réglé. Bon, ça c'est réglé, c'est le principal.
Donc là, je suppose que les projets d'adoption va se lancer dans les années à venir, enfin dans les peut-être 2-3 années à venir. Comment vous envisagez ça? Eh ben, on est encore un peu dans le flou. On sait juste que voilà, on a quelques contacts et on se lancera une fois que on se sentira prête. On sait que c'est une procédure un peu longue. On a déjà anticipé les témoignages, voilà, avec la direction de la crèche, les pédiatres, voilà, de ce côté-là. Et on verra petit à petit. Après, on espère gentiment, même si c'est un peu, je sais pas si c'est utopique ou pas, mais que avec la loi va changer et faciliter un peu la filiation. C'est la base, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, voilà, c'est la preuve en est. Hein. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation où clairement, l'adoption a un coût, et du coup, techniquement, tu n'es pas protégé, tes enfants ne sont pas protégés. En tout cas, s'il arrive quelque chose à Aurélie. Bon, je ne vous souhaite pas, au contraire. Hein, c'est juste que j'appuie sur le fait que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème aujourd'hui. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, du bonheur. Beaucoup de bonheur, que nos filles s'épanouissent pleinement et qu'on continue de les enlever dans l'amour, la bienveillance, la tolérance. Et je voulais rajouter une chose. Oui, dis-moi. Je voulais parler du deuil de la grossesse de mon côté. Parce qu'il faut savoir que donc Aurélie a porté la grossesse, la première grossesse. C'est ce qu'on souhaitait. Et on espérait avoir un enfant, porter un enfant chacune. Nous, on avait un souhait d'avoir 2 enfants, tout simplement, pas plus. On se trouvait que 2 c'était bien. Et la vie nous a joué des tours, de jolis tours. Donc on a nos jumelles, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en train de faire le deuil d'une grossesse que je n'aurai pas. Et je pense que c'est une chose que l'on peut partager, sur laquelle on peut discuter, surtout dans des couples de femmes, tout simplement. Alors souvent, ça va de soi, une personne ne veut pas porter la grossesse, et les choses se font naturellement. Mais quand 2 personnes peuvent porter la vie, et que le projet, qu'ils en ont le désir, oui, et que les choses font que finalement une grossesse de bébé, donc du coup très certainement qu'on ne fera pas de 3e enfant sous prétexte que j'ai envie de porter la vie, et que c'est un coût, une organisation, c'est plein de choses qui sont à prendre en compte à côté. Donc voilà, aujourd'hui je suis en train de faire ce cheminement-là sur le fait que je suis maman, j'ai un désir de grossesse qui ne viendra. D'accord, tu t'interdis aujourd'hui, vous interdisez aujourd'hui vraiment un 3e. Donc, tu es plutôt dans cette position-là ou tu es encore dans l'entre-deux où tu te dis pourquoi pas? Alors, aujourd'hui, on vacille. Il y a des jours où on se dit pourquoi pas, parce qu'elles sont tellement géniales avec un 3e, une petite frère ou une petite sœur, ça marcherait bien, ça marcherait super bien. Après, il y a une chose, c'est que du côté de ma famille, il y a beaucoup de jumeaux et la gémellité est héréditaire. Donc c'est des faux jumeaux. Et donc il y a 90% de chances qu'une de mes grossesses, que je tombe enceinte de jumeaux en fait. Ce qui nous terrifie parce que évidemment passer de 3 à 4, forcément c'est pas du tout pareil. Du coup voilà, donc on est un peu plus frileux à ce niveau-là. On est très frileuse à ce niveau-là. On se ferme pas la porte. Mais même si c'est pas dans un avenir proche, mais plutôt lointain, il y a plein d'éléments à prendre en compte. C'est un coût, c'est du temps, et puis 4 enfants, plein de choses comme ça. Mais voilà, il y a des jours comme aujourd'hui, où on se dit que 2 c'est bien, elles manqueront de rien, on aura du temps pour elles. Donc pourquoi pas fermer la porte, et des jours où en effet on se dit non, tout est possible, rien n'est impossible, ça peut le faire. Donc voilà, mais on est quand même dans ce cheminement où il y a une étape à passer. Je suis mère, sûr, c'est que rien n'est définitif, et que même si tu prends une décision aujourd'hui, dans 5 ans, sachant que tu es tout de même jeune et que tu as encore le temps de voir venir, vous pouvez encore changer d'avis, vos enfants seront plus grandes et ce sera peut-être plus simple pour vous à ce moment-là. Enfin voilà, même si tu fermes une porte aujourd'hui et que tu fais ton deuil, si tu le vis bien, tant mieux, mais si tu le vis pas bien, peut-être qu'à un moment donné, ne te ferme pas de porte.
Mais c'est vrai que c'était important d'aborder ce point-là sur le deuil de la grossesse, parce que ça peut être une évidence dans certains couples pour de savoir qui porte l'enfant, parce que la deuxième maman n'en a pas l'envie, a envie de maternité mais sans porter. Mais dans le cadre d'une maternité, d'un projet où les deux mamans ont envie de porter, clairement le fait que des multiples puissent arriver, ça chamboule tout. Nous c'est ce qui s'est passé, et aujourd'hui Aude vit très bien le fait d'être maman comme ça, et finalement n'aurait peut-être pas désiré porter un enfant, mais clairement je peux comprendre que ce soit un vrai deuil à faire. Je te remercie beaucoup Ismaëla pour ta disponibilité. J'invite vraiment tous les auditeurs de ce podcast à aller voir ton compte. Je ne sais plus s'il est public ou pas, mais en tout cas vous avez des photos qui font rêver. Vous avez eu un mariage magnifique. D'ailleurs, je ne sais pas si tu souhaites en parler un petit peu, mais vous vous êtes donc mariés civilement dans l'urgence entre guillemets de ce parcours PMA, mais vous avez eu une cérémonie laïque 2 ans après, donc du coup dans le timing que vous vous étiez fixé, qui était voilà, magnifique. Enfin, moi, elle m'a tiré les larmes à chaque fois que je vois des photos. Je vous trouve tellement belles toutes les deux. Vous faites envie. Oui, comme prévu, on a fait un mariage en grande pompe, entre guillemets, 2 ans après, avec une cérémonie laïque. Et durant les préparatifs de ce mariage, d'ailleurs, on a pris goût à l'événementiel, à la déco, au D&I, voilà. Et donc, du coup, on a comme projet, à la fin de mes études, si tout se passe bien, de monter une boîte. Alors on ne sait pas encore si ça sera de l'événementiel ou de la déco ou toutes les deux, parce que donc Aurélie est dans l'infographisme et a un petit don de dessin, comme certains l'ont pu le voir dans mes publications. Et du coup voilà, on compte monter notre boîte probablement dans ce domaine-là, parce qu'on a adoré préparer notre mariage, même si c'était du stress. Et voilà. Et donc petit à petit, là, je commence à discuter avec certains prestataires. Notre mariage va bientôt être publié sur un blog connu qui est La Mariée aux pieds nus. Et donc voilà. Écoute, franchement, c'est tout ce que je te souhaite. Enfin, ce que je vous souhaite en l'occurrence à toutes les deux, parce que vraiment, votre mariage était magnifique. Enfin, il faisait rêver. Enfin, pour moi, c'était un mariage de rêve. Et je pense que c'est un super projet pour vous. Enfin, après, vous ferez comme vous pourrez, et puis voilà. Mais c'est vraiment un très très beau projet à venir en tout cas. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup Ismaëla de t'être rendue disponible pour moi. Et à très bientôt. Merci à toi. Au revoir. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, et plus particulièrement sur Apple Podcast, afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager, à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire, et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram d'Ismaëla, ainsi que le lien de la clinique par laquelle elles sont passées, Eugine, en Espagne. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter le prochain épisode du podcast Les enfants vont bien. Less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You asked me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34.